Partons ensemble à la découverte du galop sur Radio Laser. Dans la première partie de l'émission avec Jean-Pierre, il a raconté un petit peu sa vie et qu'est-ce qu'il faisait dans le coin avec les contes et tout et tout. Et maintenant, il va parler de François Duyne. C'est un écrivain de Dole et bien d'autres choses encore. Le but un peu quand même, c'est de faire connaître François Duyne. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus précis sur lui, ou alors peut-être raconter un de ses contes ou un conte court. Si ça existe. Ouais, si. Je précise d'abord, il est né en mai 1870. Il s'est mort en 5 décembre 1924. Il n'a vécu que 54 ans. Il a fait Arditka. Il était d'une famille pauvre. Son père, François Duyne, a écrit des quantités de choses, des lettres, des articles de toutes sortes. Il a hardi publié pour Rapport aux contes dans la Revue des traditions populaires. De premier temps qu'il a fait en 1892, dit qu'à la fin de la revue, dans tous les numéros, il y a des trucs de François Duyne. Il a aussi hardi publié dans les Annales de Bretagne, qui est une revue qui existe toujours. Là, plutôt des articles de recherche un peu, et d'histoire. Il a publié des ouvrages fondamentaux au rapport à ça, notamment sur le schisme breton, sur Dole, métropole. Dole a été 300 ans métropole religieuse de Bretagne. Alors ça l'avait certainement, alors je disais qu'il était pauvre, qu'il avait écrit un tas de choses, je vais finir quand même par rapport à ça. Sur son père, il a écrit moins d'une page, peut-être 5 lignes. C'était une douleur énorme chez lui. Il avait écrit des belles phrases. Il y a un livre de lui, parce qu'il est mort donc il y a 100 ans, un petit peu à ce tour. Mais moi je fais paraître des choses de lui qui étaient restées inédites en partie ou mises en forme autrement, augmentées, tout ça. Mais même après sa mort, il y a un livre important de lui qui est paru en 2009 par la médiation de son nom vient de me passer sous le nez. Bernard Eudré, qui a été vicaire général du diocèse de Rennes, de Saint-Malo, qui a été curé de la cathédrale de Rennes, de celle de Saint-Malo avant, mais aussi historien et tout ça. Et il a fait paraître donc en 2009 les souvenirs et observations de l'abbé François Duyne. C'est un pavé qui est en ligne maintenant d'ailleurs, accessible gratuitement, en plus d'être édité aux presses universitaires de Rennes. J'aime bien jouer des deux, du papier puis du numérique, ça se complète. C'est toute son observation sur sa vie et les contextes de vie qu'il a eu. François Duyne, donc j'ai eu dit tout à l'heure qu'il est devenu prêtre parce que comme il était d'une famille pauvre, son père, donc sur son père, il a dit, il est enfin mort, mon père, pour dire, dans les souvenirs et observations. Il était alcoolique, il était violent, il a failli le tuer, puis il raconte. Sa mère était pas plus riche, Jeanne-Marie Le Sénéchal, de son nom de jeune fille, de Baillet-Piquant, Oltais Lavouer. C'est pas au ça que tu fais grande richesse. Et comme me disait un des membres de l'association François Duyne, Alfred Jameau, ils ont souvent changé de domicile. Peut-être bien, on a au moins 5 domiciles différents de lieux au fil des années à Dole. C'est pas un signe de richesse, quoi. Mais bon, il est né à Dole et il avait un esprit sûrement vif, quoi. Il était scienceux avant diète, quoi. Oui. Alors il a voulu pousser les études. Depuis, son père avait une frangine d'elle qui était célibataire, on a une photo d'elle, les sévère comme ça, avec la belle coiffe de Dole, la plus vieille coiffe de Dole qui remonte là comme un coucou là, et elle était marchande de laine, de tissu de cadmem, elle était certainement près de ses sous, mais en même temps, partageuse tout comme un jour, François Duyne était un peu une souteneuse financière de la famille, c'est clair. Et un jour, François Duyne, qui était au collège de Dole à l'époque, dit il y a machin, tout ça qui vont au latin. Je voudrais aller au latin, moi aussi, la tante. Mais il dit, mais tu penses pas, mon pauvre François, ça coûte cher. Ah bah oui. Ah bah elle dit, puis on m'a dit quand ça après, tu iras prête alors, parce que ça coûtait moins cher.
Et puis c'était alors il y avait déjà l'école de la République, hein, mais qui n'était pas encore obligatoire pour tout le monde à l'époque. Hein. C'est dans les années 1880, ça, c'était le début, tu vois. C'était. Oui, Jules Ferry. Oui, c'était à peine quoi. Lit quand il était gosse. Hein. Puis bon, Dieu, c'était des milieux catholiques. Enfin bon, il est allé à Saint-Main, puis après à Rennes, puis tout ça. Puis après, il a enseigné à Saint-Martin à Rennes, puis près de Saint-Lô, puis près de Paris. Il a séjourné plusieurs fois à Paris. Il a vécu aussi en Grande-Bretagne à 5 reprises des courts séjours, mais il avait fait une relation avec un autre passionné comme ça, qui est connu chez les gens qui chantent en anglais à ce tour, Sabine Baring-Gould, un mec lui qui était riche, mais qui a fait du collectage aussi. Mais c'était un autre style, enfin bon. Il a eu affaire aussi pas mal en Basse-Bretagne avec une autre folkloriste bretonne, Elvire de Cerny, qui est connue un petit par chez nous pour ce qu'elle avait fait sur Saint-Sulliac et ses traditions. C'est un beau petit livre de contes, en fait. Ah, oui. Enfin bon. Et François Duyn, donc, comme il est né à Dole, Dole a été importante, on le devine hein, quand on va à la cathédrale à ce tour. Ouais. Je dis, au Moyen-Âge, dans les années... Nominoé avait choisi Dole comme métropole religieuse. À l'époque, c'était un pouvoir de religion. Il avait choisi Dole pour des raisons pour moi, qui n'ont toujours pas été bien explicitées, parce que c'est vraiment pas au milieu de la Bretagne, quoi. Non. Même si, à l'époque de Nominoé, puis dans Salomon, Iris Poé et Salomon, après, la Bretagne a conquis le Cotentin, et puis une partie de l'Anjou et tout ça, mais bon. Enfin, donc, François Duyn, il naît à Dole, il est frappé par un mec qui a l'esprit curieux, tu vois. Il dit, mais Dole, Saint-Sanson, pareil, quoi. Et il est devenu, et il est corps à l'heure qu'il est, une référence incontournable pour les gens qui s'intéressent à comment étudier les vies de saints, ce qu'on appelle les agiographies, qui, c'est vrai, embellissent les vies et tout. Mais il était une agiologue, c'est-à-dire qu'il a étudié ça. Et puis, plus loin que ça, il a étudié, quoi, l'histoire et tout ça, quoi. Bon, j'ai déjà dit ben trop de choses sur François Duyn, un peu en désordre, mais voilà ce que je pouvais te dire. Alors un conte, un conte. Oui, mais tu nous le dis en galop. Je vais te dire une affaire qu'il a écrit rapport à Guichen. Oh, mais c'est magnifique. Les gars de Guichen n'ont pas la réputation d'être... je le lis comme il l'a écrit, en français et en gallo. Enfin, c'est quasiment qu'en français. Les gars de Guichen n'ont pas la réputation d'être trop civilisés et ils ont toujours peur de se compromettre. On cite l'exemple de deux Guichenois qui allaient un jour à Rennes. En sortant du bourg, l'un d'eux dit à son compagnon en montrant un jardin plein de pois, « V'là de bio, pois !» Et en arrivant à Rennes, l'autre répondit... C'est vrai, ce sont de biopois. Alors, je dis, mais qu'est-ce que... Bon, il n'y a pas d'heure de galop là-dedans, mais... Alors ça, c'est du François Duyn tout craché. Il a rassuré des choses qu'on connaît. Je sais pas, il y a le conte des trois médecins, par exemple, qui sera le plus malin. Il a rassuré genre l'orchestre de la ville de Rennes, mais c'est avec les chouans et puis toutes sortes de contes, il a fait 2 études linguistiques, hein. Ah oui. Et il a collaboré avec l'autre, un compatriote Ali qui avait le nom Charles Lecomte, qui avait fait le Parler de Dole. Mais mais il a sorti des perles comme ça. Parce que cette petite histoire-là, je regardais ça avant de venir un matin, justement encore. Eh ben, j'ai l'impression, on pourra me demander peut-être un jour, c'est la seule attestation bretonne et française d'un conte type dans la classification internationale des contes, le type 1948, too much talk, trop parler, hein. Et il y a pas d'heure de temps de ça, comment l'encyclopédie du galop a mis à tourner en galop une version irlandaise du Moyen-Âge de la même histoire, figure-toi. C'est un conte qui est répandu un petit partout en Europe. C'est une petite blague en fait. Des mecs qui ne se parlent pas que à distance. Alors le standard justement, c'est entre autres dans la version irlandaise, c'est des gens qui sont moines, qui ont choisi d'être moines pour être en silence, tu vois, pour la prière et tout ça. Et puis je sais plus trop le dialogue, mais enfin, à un moment ils se disent tcheka quoi. Et puis la réponse, comme dans l'affaire qu'il a saisie, ne vient que bien plus tard. Ouais. Et puis des fois ça c'est 8 mois après, etc. Chaque fois donc il y a seulement une réponse, ou chaque fois il y a encore une réponse, enfin une autre machin peu une réponse, et puis il y en a un qui dit on parle trop ici et il se barre. Alors François Duyn, il connaissait pas manifestement
Et puis c'est le seul qui a publié ce type de conte. J'ai jamais rencontré ce petit conte-là ailleurs. Ah ouais. Alors il trouvait lui que ça était plutôt signe que les gens de Guichin étaient pas trop, il était défiant, tu vois, il n'en voulait pas en dire trop. Mais voilà François Duyn, une affaire de conte qu'il a publié où il y a un petit galop. Mais sinon, si tu viens, ça va du galop. Il a rassuré du galop, par exemple, dans l'arrondissement de Vannes. Il nous met ça dans la revue des traditions populaires en 1908. Il nous dit à Cadin, les jours de la semaine sont appelés ainsi qu'il suit. Lundi, mardi, mercredi, Oui. jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah bah c'est comme ça, oui. Hein, tu vois il a deux vitières aussi à Dieppel, au nord de Rennes, là. Oui. Hein? Et alors il nous dit que à propos rapport et points cardinaux, il nous dit le Hau, c'est le nord, le bas, c'est le sud, Galène, c'est l'ouest, Oui. le Hau Galène nord-ouest, le bas Galène sud-ouest. Quand on dit simplement Galène, c'est le Haut-Galène qui est désigné. Ainsi, l'on dit Galène est bonhomme, il ne fait perdre journée à personne. Ah. Mais je me rappelle d'un bonhomme, Seymaï, là, un vieux bonhomme, tu sais, mais alors vieux, le schéma du vieux Breton, là, Ouais. et ben qui parle comme ça. Ben, c'est Et possible. quand le vent est en haute galène, Ah ouais. faut pas faire ci ou faut pas faire ça, Ah enfin ouais. des trucs comme ça. Ouais. François Duyn, moi j'ai plus trop de cheveux, mais il y a du monde qui s'arrache les cheveux. Parce que il nous a dit, les deux danses populaires sont, je cite la définition qu'on m'en a donnée pour le pays de Dole, la danse en avant deux qui se fait 8 à 8, la danse chasse à 8 qui se fait 16 à 16. Plusieurs fois le soir, des cierges se sont allumés tout autour du grand douai, l'avoir, précise-t-il, de Trigoyer en Baillet-Piquant, et l'on a vu des esprits mener les danses en avant deux et chasse à 8. Il y a que lui qui parle de chasse à 8. Il y a des choses surprenantes dans ce qu'il a rassuré. Les avant-deux, c'est connu, mais... Oui, mais chasse à 8, personne d'autre non. n'en parle. Bon, genre, il y avait les comment c'est qu'il avait d'appelé ça précisément. Enfin, il y avait une fête de l'avant-deux faite justement par le Bagan en Anternos de Dole, avec le cerf celtique de Mignac-Morvan, la dimanche dernier là, à ouais. Cuboria. Et j'en prêchais. Il y avait Robert Boutillier qui me disait que c'était des contredanses et que si ça se trouve, mais il avait sûrement pas inventé ça, pas plus qu'il avait inventé. Les bonnes gens qui quelquefois connaissent le nom de François. Ah oui, c'était un monsieur l'abbé, il prêchait pour sa paroisse. Tiens, c'est qui prêchait pour sa paroisse quand que il note, comme il a entendu, aux noces, les ménétriers montaient sur des tonneaux et accompagnaient du violon la chanson suivante. Les filles de Pierre-Thune danseront plus, la lire à youpère, les filles de Pierre-Thune danseront plus, la lire à youpère, le cul de cousu. Saute les filles, saute les filles de Pierre-Thune, saute les filles, saute les filles de Pierre-Thune. Ben, les filles de Pleurtuis, oui, propre. Alors j'aime bien, tiens, alors chaque fois il utilisait un pseudonyme, Henri de Kerbezec, parce qu'il a eu des problèmes dans sa hiérarchie. Il y avait des trucs comme ça que ça plaisait pas. oh bah tu m'étonnes. Hein? Bon, il sait pas qu'il cherche ça, il a publié toutes sortes de choses qu'il a entendues. C'était un chercheur. Et il était qualifié par sa hiérarchie d'être trop moderniste. Ah bah oui. C'est-à-dire que il a dans ses souvenirs observations là, il rappelle comment son chemin un peu, comment il a même hésité à entrer dans les ordres, et puis finalement il a choisi. Il a dit je serai un bon prêtre. Je sais plus comment il tourne ça. Et c'est un mec très intéressant, un grand humaniste en fait, hein, ce mec, hein. Un grand pédagogue aussi. Enfin bon. Et alors il nous dit un truc sous le nom de Henri de Kerbezec, rapport au mal de stomac. J'ai entendu une patour de la ferme du Petit Dié en Dole m'expliquer ainsi son mal d'estomac. Les vins me pissent au cœur. Ils jettent sur de ce que je mange d'ici qui ne gelou content ne me laisse pas la respire. Mon Dieu, les vins, ils sont terribles, hein. Alors, il n'y a pas que c'est minoritaire le galop, mais il y a comme ça pas mal de morceaux intéressants. Il y a une chanson, il met pas les mélodies, mais je ne l'avais trouvé, mais il y a longtemps de ça, dans la même chanson, en Poitou. Et il avait mis ça dans un chapitre sur les chansons populaires du pays de Dole, berceuse populaire.
Ça dit de même, Jeannette tripette, grande jambe de bouet, ta mère t'appelle, tu n'y réponds pas, t'attrapes ta soupe, donc tu trempes ta soupe, tu manges tes choux, tu tires ta vache, tu bois ton lait doux. Ouh. Oh, c'est pas mal, C'est ça. pas mal. Mais c'est bien pour les gosses, ça. Ça, c'est bien, oui. Ah ouais. Ah, j'ai souvent chanté cette petite affaire-là, oui. Des devinoilles, il a des grandes collections de devinoilles qu'il a rassurées à Dieppe, surtout, Oui, à Saint-Malo. oui. Il avait un frère et une sœur. Son frère, c'est mort jeune, mais s'était marié à une fille de Saint-Malo. Il avait toutes sortes. Il a été en relation avec un mec qui avait 10-15 ans de moins que lui, dont le nom m'échappe, qui a été maire de Saint-Malo après, qui était radical socialiste. Oui. François Duyn te prête. Moderniste, tu m'étonnes. Son exécuteur testamentaire était radical socialiste, doyen de l'université de Rennes. Donc c'était plus tout à fait le monde ecclésiastique. Quand tu remets ça dans l'époque. T'imagines? Ah oui. Le doyen Georges, je confonds, Georges, ça va me revenir, qui a écrit sur le Pléchâtel et le parler de Pléchâtel. Bienvenue, non? Non, ça c'est André, c'est tout récent. Il y avait le doyen Georges Collin, mais c'est bon, c'est pas grave. Et ouais, donc voilà, oui, alors il avait relation avec des gens comme ça qui étaient de niveau. C'est-à-dire que maintenant ça paraît presque normal, mais de son temps. De son temps, c'était pas. Moi, j'ai connu dans son parcours de vie, pour te dire aussi, il est né dans une famille pauvre. Bon, il est rentré dans les études après. Il a fait prof. Donc, dans une congrégation, il n'était pas prêtre de paroisse d'abord. Il avait pas envie de ça. Il a fait prof dans une congrégation qui était très libre, en fait, de professeurs. Il s'appelait l'Oratoire de France, qui a été dissous. Alors, c'est comme ça qu'il est allé dans la région parisienne, notamment. Et puis, voilà que séparation de l'Église et de l'État, dissolution des congrégations, tout ça. Il a mariné sur Paris, il avait pas de sous. Il y a sa tante qui avait donné un petit cas. Son frère était chemin de fer. Il a été bouché chez son frère et il fréquentait à la fois, l'école des hautes études, la Sorbonne, et puis je sais plus, en auditeur libre il a fait bon, et puis finalement quand même le diocèse de Rennes a dit les-Vilaine a dit on va le rapatrier. Ils l'ont foutu mais à l'époque, Dieppe, c'était le trou perdu du bout du monde. Puis le recteur était à moitié alcoolo, il était près de ses sous, et il était en mal avec le conseil municipal et une bonne partie des paroissiens. Oh. Et c'est là que François Duyn a recueilli, il s'est dit, où c'est que je tombe là? Plus de bibliothèque, parce qu'il allait régulièrement à la BNF. Quand il allait en Angleterre avec Sabine Baring-Gould, il est allé sur les portes de Saint-Sanson, en Cornouailles et puis au Pays de Galles, mais il est allé au Bain des Fas aussi, au British Museum à Londres. Il a fait des recherches importantes sur le Moyen-Âge, tout ça. Et à Dieppe, il a rassuré toutes sortes d'affaires, toutes sortes de cas. Hardy de devinoy. Per exemple, où vas-tu, tortue bossu? Ça te regarde-t-il, t'as tous le ans? C'est la prairie qui interroge le ruisseau qui serpente et le ruisseau lui répond. Hein? Où vas-tu, ta tortue bossu? Ça te regarde-t-il, t'as tous le ans? Bah oui. Hein? Ou que viens-tu faire ici, toi qui n'es pas d'ici? Celui qui m'a mis ici n'est pas loin d'ici. Si tu me manges, il te mangera aussi. C'est le poisson qui interroge lèche. Écrit François Duyn. Et il met entre parenthèses, vers de terre pour amorcer la ligne. Ah. Lèche. Une autre devinoille de Dieppe, toujours la 14e. Qui porterait 100 bottes de paille et ne porterait pas une maille? De ce que c'est une maille? Non. Une maille. Un clou. Une maillette, oui. Eh ben, tu vois. Ouais. Un autre devinoille. Qu'est-ce qui cernoille le bois et qui ne peut pas entrer dedans? La piure. Qu'est-ce qui cerne? Qu'est-ce qui serre le bois? Qu'est-ce qui cernoille le bois et qui ne peut pas entrer dedans? C'est la plure. Ah ouais, et l'écorce, quoi. Oui, oui. Et il traduit comme ça aussi. C'est pas la peine de dire ça aux enfants parce que... Ben non, il y a des affaires que... Ouais. Allez, une autre corps. Allons nous coucher. Je ferai bain. Je ferai ce que vous savez. Je mettrai peuillu contre peuillu. Et je renfromerai le petit tout nu. Qu'est-ce que c'est? Ouais, moi j'ai compris, mais... La paupière qui abrite l'œil.
Oh! Peu veux-tu bien, les Oui, cils, les hein? cils, oui. Et puis, je renfrommerai le petit tout nu. Ben oui, le petit œil. Ah oui, t'as compris. Je suis pas sûr que t'avais bien compris, mais... Allez, Corinne, j'allie dans un bois, j'y trouve Galigala. Il me proposa sa barbe à faire, son cul à le cheveu. Oh Je là. n'osai jamais lui refuser. Oh! Il a oui ça, JPL. Tu sais pas ce que c'est? Non. J'allie dans un bois, c'est un chasseur qui rencontre un mille. Oui. Hein? Celui-ci, par son chant, invitait l'autre à le tuer, ou si l'on veut, à arracher ses plumes et à le manger. En pareil cas, le chasseur n'hésite point. J'allie dans un bois, je trouve Galigala. Il me proposit sa barbe à faire, son cul à le chais, je n'osai jamais lui refuser. Bon, ben, c'est très bien, dis donc. Je m'attendais pas à ça, mais c'est très intéressant. Bon, peut-être s'arrêter là pour un nœud. Ah ben, je ne sais pas, je pourrais te faire la parabole de la brebis dans les évangiles en galop. Il a tourné ça en galop. Ah ben, ce serait pas mal, oui. Hein? Oui. Avant, juste pour... il avait aussi mis... est-ce que j'ai remis ça où c'est que je sais 3, 5, 6, 4, voilà. Ouais, il avait fait aussi comme ça, check phrase détachée. Faudrait que je sache à doute boune, parce que là, je vais te dire, je ne viens pas faire toutes mes affaires méli-mélo, mais chaque une chose à part, ben tranquillement. Vieux-tu que je viens à dou à ça, mon gars reviendra d'avec nous, j'apporterions tchèque cas de l'affaire, de la foire, quoi. Mais faut que tu vieuges doma, j'irons tout dreux à doux. Ah oui. Alors, la parabole, là, c'est les pharisiens, eux actes mauvais gens, du même doumeux, jamais n'étaient contents, se criaient, se breuillaient, Béhau, notre Seigneur, receva les péchous, sa table d'oyeux. Mais Lee nous dit comme ça, par manière fantaisie d'histoire. Dites-moi, quel homme cueillant un joli troupé, qu'avant un brebis à direille, laissant pas les 99 out dans le désert pour aller la crier, ah non, pour aller la riz, c'est bizarre, je crée. Par ma fa drogue, 10 ans qu'il la tient. Ah bah oui. Je n'ai pas l'habitude de lire C'est de dur cadres à aussi lire. raides. Hein. Oui. Vers, mais quand qu'il la tient, il yisse sur ses épaules, chani en lui-même, t'y pauvra. Quand qu'il est revenu, c'est lui. Le Vlad invite les amis, les veysins, tout le monde alentour. Il nous compte comme ça. Faut bien se réjouir demain. J'avons-y pas rattrapé la petite berbise que j'avions perdue? Ben vrai, ce sera comme ça dans le ciel, pour un pauvre péchou se repentissant. Corpuc pour 99 ben scienceux qu'ava pas besoin de repentirie. Oh, bah, dis donc, pas mal, ça, hein. Pas mal, hein? Oui, mais nous, parce qu'on connaît, nous, en l'évangile. Ah ben oui, pas sûr que... Et oui. que maintenant... Eh ben, vous irez voir Évangile de Saint-Luc, 15, 2, 8. C'est comme ça que c'est. Eh ben, dis donc, c'est bien, parce que on a parlé d'un prêtre, on va terminer sur l'évangile. Ma feuille, c'est pas mal, hein. Voilà. Mais je change que tu n'as plein de choses à dire et que tu reviendras. Ah ben, je ne sais pas. En tout cas, dans l'anthologie, là, que je fais paraître chez Dastum, là, les contes, légendes, chansons et notes de folklore de François Duin, il y a 1160 items. Oh là là. Alors, des fois, ça fait une ligne, mais des fois, ça fait 15, 20 pages ou 50, même quand c'est, par exemple, son étude sur le palais gallo de par chez nous, quoi. Ah oui, il y a matière. C'est intéressant, quand même. Oui. C'est bon. Bon, bah écoute, je te remercie. De même. Au nom de Bretagne Galaise et de Radio Laser. Ben, merci à tout le monde. Et puis, ben, demain la prochaine, je sais pas quand c'est qu'on va se voir par là, parce que il va y avoir des fêtes, ben, comme je dis, là, pour Bretagne Galaise et tout. Et puis, ben, peut-être à qu'on te parle là, tout. Oh, ben, il y aura des occasions, Yann. Bon, donc, oui, Oui. sans doute, hein. Oui. Bon, eh ben, merci. Tantôt. Et à bientôt.